Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est le docteur Paul Kofi Kofi. Il est commissaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en charge du développement du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Il fut ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il fut également ministre de la Défense dans le même pays. Il est auteur de plusieurs ouvrages, Situation et politique de l'emploi en Côte d'Ivoire, Le monde, l'Afrique et la Côte d'Ivoire d'hier à l'horizon 2040, employabilité des diplômés des secteurs éducation, formation en Côte d'Ivoire, le défi du développement en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny et les mutations politiques en Côte d'Ivoire sur la période 1980-1993. Et si je devais ajouter quelque chose, c'est que vous êtes fidèle au même éditeur pour tous ces livres. Oui, alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier votre chaîne de télévision qui aujourd'hui est une grande chaîne sur le continent et dans la sous-région. Et aussi noter que je saisis l'opportunité que vous m'offrez pour vous remercier, puisque nous sommes en train de travailler avec le SOAC sur des sujets d'importance sur lesquels on va revenir, mais je tenais à vous remercier. Et noter aussi qu'en réalité, j'ai encore deux autres ouvrages que vous n'avez pas pu citer, mais qui sont d'un autre éditeur, notamment Management stratégique avec Tabala. Tabala, c'est une maison d'édition qui se trouve en Côte d'Ivoire. Mais là, j'ai présenté la stratégie, le management stratégique qui est un domaine beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? Et là, je viens de sortir également théorie du management et théorie politique au service de la gouvernance publique. Il vient de sortir au mois de juin de cette année. Donc, pour vous dire que je continue mes œuvres d'écriture qui, pour moi, c'est une passion. Oui. C'est comme pour certains aller au stade, d'autres aller à la plage. Écrire, pour moi, c'est un peu comme ça et partager un peu. Oui, c'est très important parce qu'il faut toujours léguer quelque chose aux générations qui arrivent et léguer son expérience, ce que l'on a vécu, proposer et la manière dont on l'a vécu, le partager avec les autres, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Merci, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Et je voudrais commencer en vous demandant qu'est-ce qui s'est passé à Lomé lors de ces réunions de gouvernance du SOAC auxquelles vous avez pris part, c'est-à-dire Assemblée générale et Conseil d'administration? Voilà, donc le SOAC qui était un organisme de la commission de l'UEMOA, Système ouest-africain d'accréditation, oui, est un organisme qui est géré dans sa gouvernance. Il y a un conseil d'administration, il y a une direction générale. Et hier, c'était la réunion du conseil d'administration qui a planché donc sur les activités. C'était le 6. Et puis aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'était la délivrance des différents prix, n'est-ce pas, qui ont été accordés à l'institution au plan africain et au plan mondial. C'est très important lorsque vous accréditez que vous-même vous ayez, n'est-ce pas, la caution des organismes qui dans le monde ou sur le continent donnent le feu vert pour faire ce genre de métier. Et c'est ce que nous avons constaté. Nous avons eu l'amabilité d'avoir la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la consommation locale. Et c'était une cérémonie très importante qui a prouvé la capacité de l'organisme, puisque nous avons l'ONUDI qui était là, et c'est très important, et pour montrer qu'on n'est plus au stade de la simple région, nous sommes maintenant au niveau continental, mais beaucoup plus au niveau international. Je voulais revenir en reprécisant le thème qui nous rassemble ici, les enjeux de la certification au sein de l'UEMOA. Mais avant d'en arriver là, je voudrais qu'on reparle un peu de vous, de votre expérience, d'abord au sein du gouvernement ivoirien, puis après au sein de la commission de l'UEMOA, que je crois vous avez rejointe en 2017. Alors, nous ne connaissons pas toujours. Moi, je viens d'Afrique centrale, je suis camerounais, je vis au Togo. Et pour le commun du mortel, ici en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, c'est pas un organisme très connu. On parle beaucoup de l'Union africaine, on parle beaucoup de la CEDEAO, mais l'UEMOA, très peu de gens la connaissent. Comment est-ce qu'elle fonctionne et quels sont les liens entre l'UEMOA et le système ouest-africain de certification? Voilà, donc rapidement pour l'UEMOA, au niveau de l'UEMOA, c'est-à-dire que d'abord au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons 15 pays. Nous avons sur ces 15 pays, en 1975, il a été créé la CEDEAO. Oui. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et à l'intérieur de cette CEDEAO, vous avez 8 pays
qui utilisent le franc CFA. Donc en 1994, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de créer l'UEMOA, c'est-à-dire de fédérer les efforts des États qui utilisent la même monnaie, parce que ayant une politique monétaire commune, une monnaie commune, il était intéressant d'adjoindre tous les aspects économiques. Donc on a l'union économique et monétaire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les éléments économiques soient en jonction avec les éléments monétaires. C'est ce qui a été fait. Et vous savez que le premier acte fort qu'a posé l'UEMOA, c'était la dévaluation du franc CFA en 1994. Oui. Je crois que c'est resté dans la mémoire des populations. Mémoire douloureuse. Mémoire douloureuse, mais il faut reconnaître qu'il aura fallu faire ça pour sortir de cette situation. Et depuis bientôt 30 ans, dès l'année prochaine, ça sera le 30e anniversaire, donc depuis bientôt 30 ans, il y a eu très peu de soubresauts sur cette monnaie. Ce qui veut dire que c'était un acte certainement douloureux, mais il était nécessaire de passer par là. Donc, l'UEMOA, voilà, à l'intérieur de la CEDEAO, nous avons ces 8 pays qui forment l'UEMOA. Les 8 pays, ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo où nous sommes. Exactement. Exactement. Donc, vous avez une organisation avec 12 organes à l'intérieur de cette organisation, dont la commission de l'UEMOA, qui est l'organe exécutif, c'est-à-dire dont le siège est basé à Ouagadougou. Nous avons, peut-être certains ne le savent pas, nous avons la BCAO, qui est l'organe d'émission. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est au Sénégal, me semble-t-il. Nous avons la BOAD, dont le siège est même ici à Lomé, donc qui est la Banque de développement. Boulevard du 13 janvier ici. Voilà, nous avons d'autres qui font justement du travail sectoriel en fonction des nécessités. Et il a fallu à un moment donné que la question de l'accréditation constitue un problème majeur dans les États. Et les chefs d'État ont décidé de mettre en place un organisme aussi sous-régional qui est rattaché à la Commission. Donc la Commission a donc décidé de mettre en place cette organisation qui fait un travail excellent pour l'ensemble des 8 pays. Est-ce qu'on peut dire que le sort de l'UEMOA est lié à celui du franc CFA? Bien sûr, puisque c'est le lien de création provient du fait que ces pays utilisent la même monnaie. Et d'ailleurs, je peux vous dire que nous sommes en train de converger vers une monnaie unique pour la CEDEAO. Donc, il faut noter l'histoire qui est en train de s'évoluer devant nous. Donc, on aura, je pense, dans un horizon qui n'est pas très loin, on ne va pas attendre, n'est-ce pas, nos petits-enfants pour l'avoir. Je pense qu'on aura notre monnaie unique d'ici quelques années. Et là, on ne parlera plus de l'UEMOA, ce sera la CEDEAO, tout simplement. Ça, c'est une autre question. Il n'est pas exclu que les 8 pays aussi utilisent d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Les 8 pays vont utiliser la même monnaie. Mais c'est que l'organisation, il n'y a pas que la monnaie, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des politiques communes au niveau de la commission de l'UEMOA, qui sont des politiques utiles qu'il faut préserver. Par exemple, nous avons un organisme dont on va en parler. Nous avons des politiques communes en matière d'énergie, en matière du numérique, en matière agricole, en matière industrielle. Donc, il ne faut pas tirer un trait sur tout cela, mais il est important que lorsqu'on aura la monnaie, c'est sûr que ça va faciliter les choses. D'accord. Maintenant, parlons du système ouest-africain d'accréditation. Il a été créé, je suppose, avec le concours de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est à la fois l'outil, l'instrument financier et politique, monétaire même, pour être tout à fait complet dans sa présentation. Quel a été le rôle de l'UEMOA dans la création du système ouest-africain d'accréditation? Ah voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que vous savez que, je prends un exemple très simple. Prenons quelqu'un qui est malade, qui va faire un examen dans un laboratoire, n'est-ce pas, médical. Il a les résultats. Il va Par exemple, l'Institut national d'hygiène, ici à Lomé au Togo. Il va faire son examen médical, il a ses résultats. Et il se trouve que sa situation sanitaire mérite une évacuation dans un pays voisin ou ailleurs à l'extérieur. Il va avec ses résultats et le médecin qui le reçoit lui dit « Ah non, reprenez vos examens parce que je n'ai pas confiance, je ne suis pas sûr de ce qui a été fait là-bas. » Maintenant, nous disons, pour garantir cette confiance, cette crédibilité, nous avons un organe commun qui s'appelle le SOAC qui va, n'est-ce pas, accréditer les laboratoires qui font l'analyse médicale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez pris l'exemple
l'Institut national d'hygiène. Oui. Lorsqu'elle va faire ça, il va avoir, n'est-ce pas, estampillé sur les résultats l'accréditation du SOAC. C'est un certain ISO. Ah, et c'est d'accord. Ainsi. Ça, c'est la norme. Et ça, c'est l'accréditation. Ainsi, lorsque le malade ira avec ça, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin ou à Paris, on ne va pas lui faire reprendre ces mêmes examens. Donc, ça dit que nos services sont aujourd'hui capables, la qualité, de pouvoir, n'est-ce pas, produire des résultats d'examens médicaux qui ont la même valeur que si ces examens étaient faits dans un autre pays de la zone, parce que ces laboratoires ont accepté de se soumettre aux règles d'accréditation du SOAC, voyez-vous. Oui. Et on a eu ce feu vert au niveau du continent africain l'année dernière, au mois d'avril. Donc, la FRAC, pour ce qui concerne le continent, a donné le feu vert. Et puis au mois de mai, on a eu le feu vert pour l'équivalent au niveau international. Donc aujourd'hui, nous sommes bien outillés de pouvoir faire cela. Et naturellement, il faut que ces organes africains au niveau national, au niveau de notre zone, se soumettent, n'est-ce pas, à l'accréditation du SOAC. Donc c'est une avancée majeure. Et je donne l'exemple des laboratoires médicaux, mais il n'y a pas que cela. Il y a, par exemple, dans le BTP, il y a les normes de construction. Les normes de construction. Je peux donner d'autres exemples. Et cela est très important. Et d'ailleurs, ça coûte cher, lorsque nous devons faire ces éléments, d'envoyer nos résultats à l'extérieur du continent, à l'extérieur de nos pays, pour faire apprécier cela. Et ça nous coûte extrêmement cher. Et ça nous met quelquefois aussi, ça touche à des éléments de souveraineté, lorsque vous êtes obligé, et aussi, j'allais dire tout simplement, de secrets professionnels. Ces éléments sont soumis à l'extérieur pour donner un feu vert, un quitus. Et pourquoi on est obligé de le faire? C'est au nom de la coopération internationale, je suppose. Parce que si vous avez eu aujourd'hui la certification internationale qui fait reconnaître vos certifications hors de l'Afrique de l'Ouest, c'est que vous avez dû également vous soumettre à... Ah oui, on a travaillé nos services, n'est-ce pas, qu'on avait installés depuis 2005. D'ailleurs, je précise que c'est depuis 2005 que ça a été créé. Vous avez vu que... C'est en 2018 que les activités... Voilà, les autorisations, c'est en 2022... Et puis 2023, mais les activités elles-mêmes ont commencé en 2018. Donc si vous voyez le chemin parcouru, c'est du travail à faire pour donner la crédibilité et pour donner aussi le cachet du sérieux que nous faisons. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, dans le domaine médical ou bien dans celui des BTP, pour ne citer que ces deux exemples, en attendant de faire le tour des compétences en accréditation du SOAC, ça signifie que si aujourd'hui on n'a pas cette accréditation, on peut se poser des questions par rapport au travail qui est fait par l'organisme qu'on a contacté. Je veux dire par exemple le laboratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mis en place un service, vous avez mis en place une organisation dont personne n'en veut. Mais ça peut aussi... C'est une bataille. Oui. Mais ça peut aussi... D'abord, de qualité. On est dans le domaine de la qualité. C'est une bataille sur nous-mêmes. C'est une bataille pour la qualité. Et c'est une bataille de souveraineté. Et c'est aussi une bataille d'existence. Parce que nous avons besoin de faire notre développement en s'appuyant sur nous-mêmes. Et là, c'est une mise en commun de souveraineté, parce que si les 8 pays de l'UEMOA se mettent ensemble, c'est qu'ils acceptent quelque part de céder une part de leur souveraineté à un organisme commun qu'est l'UEMOA, voire le SOAC, qui est également un organisme de l'UEMOA. C'est pourquoi l'UEMOA a pris les textes conséquents pour que dans les pays, il y ait une organisation, une harmonisation des textes relatifs à l'accréditation, à la certification, à la normalisation, pour que tous les pays se mettent au pas et qu'ils accordent leur violon dans ce domaine pour éviter que chaque pays tire la corde vers soi, et ça coûte très cher que certains pays aient absolument la volonté ou le besoin d'avoir leurs organes d'accréditation. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un peu aussi cacophonie. Voilà, parce que si moi je suis dans un pays X, je prends l'exemple du Togo, que je reçois des résultats, je prends toujours la santé parce que c'est quelque chose de très fréquent. Et de très sensible aussi. Très sensible dans notre pays, et que j'ai des doutes. Je fais refaire. Voyez-vous ce que ça coûte? Et ça même réduit les mouvements de population. Alors que là, ça facilite, ça favorise. Par exemple, quand vous voyagez et que vous avez fait vos examens,
vous avez un confort personnel de voyager. Vous savez que lorsqu'il y a eu la Covid, c'était le problème. Lorsque vous Par venez rapport dans aux un tests pays, qui étaient, oui, vous faites des tests dans un pays, vous arrivez dans un autre pays, il n'est pas reconnu. il n'est pas reconnu. Vous voyez ce que cela représente. Voilà, ça met des doutes. Mais je voulais dire... Et en même temps aussi, ce qui est là, Oui. c'est que ça ne favorise pas l'intégration. Oui. L'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a antinomie entre la démarche de création d'organismes d'accréditation nationaux et la création d'un organisme qui sera une fêtière, en quelque sorte, supranational, de reconnaissance de ces accréditations aussi? Est-ce qu'on ne peut avoir une accréditation nationale au Togo et avoir également un organisme ce n'est pas incompatible. interdit. Voilà. C'est pas incompatible. Oui. Mais il est mieux de, comme on dit, c'est comme au football, hein. Oui. Vous avez beau avoir 3 ou 4 Messi ou 10 Ronaldo dans votre équipe, si ce n'est pas une équipe, si vous ne jouez pas ensemble, ça ne fonctionne ça pas. ne fonctionne pas. Mais est-ce que l'autre risque qui est encouru, c'est pas celui d'être, parce que vous avez répété plusieurs fois que c'est très cher, est-ce que le risque pour votre organisme, c'est de ne pas sélectionner par l'argent, c'est-à-dire de valider pour les entreprises, pour les organismes qui ont l'argent pour faire valider leur travail, faire reconnaître la qualité de leur expertise, que d'autres qui ont moins de moyens ne peuvent pas prétendre au financement. Je voulais préciser que la cherté n'est pas seulement financière. Oui. Quand c'est cher, vous avez besoin d'avoir des cadres, des compétences qui font les analyses. Vous avez besoin d'avoir des infrastructures. Donc, la première richesse, c'est l'homme. Si vous n'avez pas ça, oui, que vous avez des ressources financières, ce n'est pas suffisant. Oui. Si vous n'avez pas les facilités de communication aujourd'hui, de transférer les informations, vous n'avez pas la possibilité de voyager avec tous ces éléments. Donc, ce n'est pas seulement la ressource financière. Et est-ce que le SOAC a aujourd'hui une capacité contraignante? Par exemple, de dire, si vous avez 25 laboratoires au Togo et qu'il n'y en a que 5 qui ont reçu l'accréditation et que cette accréditation est nationale, est-ce que vous avez le pouvoir de contraindre les laboratoires qui ne veulent pas se conformer à la norme de fermer, d'arrêter leurs activités? Je pense que pour le moment, on va doucement. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Je crois qu'il faut amener les gens, il faut amener les pays, il faut amener les structures, les acteurs à comprendre la nécessité de travailler ensemble et de se soumettre à un organisme sous-régional. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Il n'y a pas seulement les pays de l'UEMOA aujourd'hui qui viennent. Vous avez d'autres pays, vous parlez de Cameroun justement. Oui. Il y a des organes camerounais qui sont en train de taper à la porte du SOAC et on va plus loin, je ne les citerai pas. Lorsque les éléments seront approuvés, vous verrez qu'on a dépassé la frontière des 8 pays. Et je crois qu'on est très heureux de cela. Les gens reconnaissent la qualité et reconnaissent que dès lors qu'il y a une reconnaissance internationale mondiale, c'est plus facile d'aller juste à côté chez le voisin que d'aller très loin à des milliers de kilomètres. Je voulais également vous poser une autre question. Pendant que vous expliquiez le mode de fonctionnement pour les laboratoires, je pensais aux hôtels. Les hôtels ont ce système de certification par le nombre d'étoiles. Est-ce que ça rentre dans vos compétences également de dire un hôtel 1 étoile, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, la qualité de son service, la qualité de son personnel doit être évaluée et nous certifions que les critères sont remplis pour que le nombre d'étoiles accordées soit vérifié et confirmé? Je ne suis pas spécialiste de l'hôtellerie, mais ce que je peux dire, c'est que les hôtels, le système d'étoiles n'est pas une question d'accréditation telle que nous fonctionnons. Oui. Voilà. C'est d'avoir un certain nombre de services qui vous donnent, qui vous confèrent les étoiles. Donc vous pouvez avoir ces services sans avoir la qualité. Voilà. Donc c'est ça. Nous insistons sur la qualité. C'est-à-dire vous pouvez avoir tout cela, mais si vous avez une inspection qui passe, une autre qui repasse, avec 2 inspections, vous pouvez avoir des résultats complètement différents. Moi, j'ai vu dans les pays où des hôtels avaient un certain nombre d'étoiles, il y a eu des inspections internationales qui sont arrivées et qui les ont déclassées. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord. Et quelles sont donc les zones de compétences du SOAC? Dans quel domaine est-ce que vous intervenez? Vous avez cité la santé, vous avez cité le bâtiment et les travaux publics. C'est ouvert, c'est dans tous les domaines, mais c'est dans les domaines où nous avons besoin d'avoir une certification en amont et de travailler sur des normes. Voyez-vous? Lorsqu'on travaille sur des normes,
et qu'on a besoin de certification dans un secteur, nous mettons en place une accréditation de tous ceux qui font la certification et de tous ceux qui donnent la normalisation. Il faut les accréditer pour que, lorsque moi je me présente à eux pour demander à ce qu'ils me donnent une qualification, que cette qualification ne soit pas remise en cause et qu'elle soit acceptée. C'est de ça qu'il s'agit. Un autre parallèle. Oui, allez-y. Vous prenez l'Organisation africaine, par exemple, de la propriété intellectuelle, pour ne pas parler de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Quand on les saisit, on sait à qui on s'adresse. On s'adresse à l'organisation nationale, il y a une OAPI au niveau des pays, on sait qu'on peut la saisir et obtenir la validation de son brevet. Comment est-ce qu'on fait pour saisir le SOAC afin d'obtenir une certification? Quelle est la démarche à suivre? Il y a une démarche. Il faudra naturellement s'adresser à l'organisme dont le siège se trouve à Abidjan. Je pense que à l'occasion de cette rencontre ici à Lomé, nous allons demander au service pour qu'ils puissent mettre à disposition de façon, pourquoi pas sur la place publique, à travers les organes comme vous, de presse, de pouvoir vulgariser, n'est-ce pas, la procédure de requête pour pouvoir être, n'est-ce pas, accrédité. Je crois que cela ne se pas. Je ne les ai pas de façon très précise, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une requête à faire. Et ensuite, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des critères qu'on demande sur la société elle-même. L'existence, son mode de gestion, voyez-vous, et ensuite les hommes qui font ce travail chez vous. On a besoin de savoir leurs qualifications, leurs compétences, leurs expériences. Ensuite, si c'est un laboratoire, on a besoin de savoir si vous avez, n'est-ce pas, les infrastructures nécessaires pour faire ces examens. Vous avez les produits de base, n'est-ce pas, pour faire les tests. Tout cela, ce sont des choses qui sont demandées en fonction des secteurs. Donc, c'est très important de s'adresser à l'organisme. D'accord. Et vous aurez des représentations nationales où il faudra systématiquement contacter... Pour moi, ça coûte cher d'avoir des représentations formelles avec bureau, voyez-vous, pour recueillir cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les choses vont très vite. On n'est pas encore arrivé à une démultiplication, à l'existence de bureaux, etc. Mais on a des représentations de points focaux dans les pays. D'accord. C'est-à-dire que chaque pays a un organisme national qui gère ces questions. Au Togo, par exemple, ce serait quel organisme? Bon, je pense qu'ils vont travailler avec les services togolais. Ce matin, d'ailleurs, c'était l'occasion de primer ces structures avec lesquelles nous travaillons. Et donc, vous parlez tout à l'heure de l'Institut d'hygiène. Oui, l'Institut national d'hygiène. Qui a eu son accréditation. Oui. Et justement, ils sont organisés ici au Togo. On nous a dit qu'il y a 9 organismes togolais qui viennent d'être accrédités. Et ainsi de suite, en fonction de la nature, ils vont s'organiser. Il y aura probablement un point focal qui va travailler directement avec le SOAC et ainsi de suite. Pour l'instant, on ne crée pas des structures autonomes à part entière et financées directement par nous. On travaille avec ce qui existe et petit à petit, on verra, peut-être dans quelques années, si on a suffisamment plus de moyens, on peut décentraliser. Vous parliez tout à l'heure de l'accréditation qui était strictement au niveau de l'UEMOA, mais qui aujourd'hui vous permet, une fois qu'elle a été délivrée, d'avoir une reconnaissance internationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir des rencontres de Lomé qui sont en cours, mais qui seront terminées au moment de la diffusion de l'émission? Aujourd'hui, nous avons 57 structures de la sous-région qui ont eu cette accréditation. Voyez-vous? Il y a quelques années, moi, l'année dernière, nous étions à Abidjan, où nous étions à une vingtaine. Ça va très vite. Donc, il faut espérer que ce rythme continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas, j'allais dire, ça n'a pas de sérieux. Le sérieux de ces organisations-là qui demandent l'accréditation. Donc ce n'est pas de la complaisance. Je voulais insister là-dessus. Ce n'est pas la complaisance. Et une fois que l'accréditation est délivrée, quelle est sa durée de vie? Est-ce qu'elle est délivrée à vie ou alors il y a une période au terme de laquelle... Il faut la renouveler. Je donne un exemple, un laboratoire. Oui. Si au bout d'un certain temps, vous laissez aller les choses,
et que le personnel qualifié qui était là-dedans est parti, vous n'arrivez pas à remplacer vos produits pour faire vos examens, etc. S'il y a une visite, une inspection, mais écoutez, on peut vous déclasser. Et l'enjeu de la certification pour vous au niveau de l'UEMOA, quel est-il? Est-ce que c'est celui de dire que, par exemple, les pays africains qui ont du mal à exporter à cause des normes qui, par moments, sont très contraignantes au point de les empêcher de vendre ou alors d'avoir des manques à gagner très importants, est-ce que ces contraintes-là, pour vous, représentent aujourd'hui un enjeu pour davantage encourager les entreprises et les organismes à venir chercher une certification qui leur facilitera la vie en réalité? J'avais lu dans ma pensée, c'est le point que j'allais toucher, oui. Parce qu'on ne fait pas ça juste pour faire plaisir à ceux qui demandent l'accréditation. Oui. On va sur le marché international. Oui. Le consommateur d'abord va être rassuré de ce qu'il consomme. Oui. Mais il y a un enjeu économique réel, l'enjeu du consommateur. Donc vos produits que vous fabriquez dans votre zone, dans votre espace, dans votre pays, et s'il doit être consommé, on le consomme avec assurance. Donc il y a un enjeu économique. Vous mettez ces produits sur le marché. Il faut que donc ce marché puisse capter, consommer ce produit. Et ensuite, ça favorise la production. Plutôt que d'importer, on va produire sur place. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu international. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire face à la concurrence. Quand un produit qui vient de l'extérieur et qu'on fixe une norme là-dessus, voyez-vous, et que cette norme constitue pour vous une contrainte que vous ne pouvez pas la lever et que vous êtes obligé de vous référer à d'autres structures, à d'autres organismes, à d'autres situations, à d'autres produits. Cela est une contrainte pour vos produits. On parle de la ZLECAf. Oui, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir des produits à vendre. Absolument. Ces produits à vendre chez le voisin, il faut que le voisin les accepte. Il faut qu'ils soient de bonne qualité. Et cette qualité, si vous n'avez pas d'organisme d'accréditation, mais je veux que vous êtes perdu dans la bataille. Non, mais au-delà même de la ZLECAf, il y a l'AGOA, il y a les accords de coopération avec l'Union européenne. Je crois que vous êtes en train de faire un bon avocat pour le SOAC, parce que c'est de tout cela que je suis en train de parler. Oui. Vous allez maintenant à la concurrence mondiale, internationale. Vos produits doivent aller dans tous les marchés du monde, en Asie, aux États-Unis, en Amérique, partout, en Europe. Bon, là c'est la porte d'à côté, chez le voisin. Donc, il y a un enjeu économique énorme, important. Voilà, et puis ensuite, vous pénétrez les marchés. Vous pénétrez les marchés avec vos produits. Et si vous devez aller chercher l'accréditation ailleurs pour certaines normes et que vous êtes battu d'avance, vous vous soumissionnez à des appels d'offres internationaux où on demande à ce que certains produits dans certains secteurs soient accrédités et qu'on puisse s'assurer que lorsque vous allez livrer le service, livrer le produit ou construire l'infrastructure, vous ne soyez pas, battu d'avance. Parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour rentrer dans le marché. Donc vous nous garantissez aujourd'hui, Monsieur Kofi Kofi, qu'une fois qu'on a la certification du SOAC, on peut exporter vers les États-Unis, on peut exporter vers l'Union européenne, on peut compétir avec toutes les entreprises sur la scène internationale sans aucun complexe. Le cachet du SOAC est un cachet international, mondialement reconnu aujourd'hui. Félicitations pour tout ce travail. Entre 2003, m'avez-vous dit, quand on commençait les travaux, entre 2005 et 2024, c'est un vrai challenge que vous avez relevé. Il faut féliciter l'équipe dirigeante parce que c'est un travail énorme. Et sans oublier qu'il faut féliciter aussi les États. Parce que tout le monde a accepté de jouer le jeu. Oui. Ça, il faut le dire. Il faut féliciter les États. Tout le monde a accepté de jouer le jeu. Il faut féliciter aussi les organismes qui viennent s'adresser au SOAC pour demander l'accréditation. Parce qu'il y a une confiance qui est installée. C'est comme si vous avez une voiture à la maison, personne ne la conduit. Vous avez une maison qui n'est pas habitée. C'est du gâchis. Oui. Et là, on est heureux qu'on n'a pas fait du gâchis. Au contraire, on a un soutien. On a des soutiens qui viennent de très loin, qui viennent au-delà de la région. Très bien. Très heureux et satisfait du travail qui est fait. Et d'ailleurs, vous savez, je tenais à vous le dire, c'est peut-être une autre question, mais aujourd'hui, c'est la commission de l'UEMOA qui supporte, n'est-ce pas, l'existence, le fonctionnement de l'organisme. Et nous allons continuer à le soutenir. Ça aussi, c'est un appel
à tous les partenaires qui ont l'intention ou le font d'une manière ou d'une autre, c'est de continuer à maintenir ce soutien. L'autre question que je voulais vous poser, mais elle est strictement politique, mais vous êtes un homme politique assez aguerri pour pouvoir y répondre. Est-ce que la menace, par exemple, des pays du Sahel qui voudraient se retirer de l'UEMOA, de la CEDEAO, ne pourrait pas diminuer les financements et quelque part fragiliser l'existence d'organismes comme l'UEMOA ou bien le SOAC? Je n'ai pas entendu qu'ils voulaient se retirer. Très bien. C'est quelque chose qu'on a cru comprendre, mais au cas où cela arrivait, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais si cela arrivait, est-ce que le SOAC et l'UEMOA sont suffisamment solides pour faire face à un risque comme celui-là? Je vous donne la même réponse parce que je n'ai pas entendu qu'ils voulaient se retirer. Très bien, j'insisterai pas davantage. Merci beaucoup, Dr Paul Kofi Kofi, d'être venu nous parler de ces enjeux de normalisation au sein de l'espace de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec ce système ouest-africain des accréditations. Merci d'avoir fait le détour de New World Economy. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.